J'avais 4 ans et quand on a 4 ans, on suit sa maman. C'est une secte. D'extérieur, c'est magique. C'est pas parce que j'ai pas dit non qu'on avait le droit de me le faire. La prison était dans ma tête, j'étais son esclave. J'étais son objet en fait, où j'ai compris que très récemment... Je m'appelle Lydia Adjara, j'ai 43 ans. Je suis une femme qui a eu un vécu un peu particulier et qui est là pour dire que ça peut aller après. J'ai écrit un livre qui est sorti cette année qui s'appelle « J'étais son esclave » aux éditions City. Alors, le mouvement raélien, c'est une secte qui a été créée, inventée par un homme français qui s'appelle Claude Vorillon et qui se fait appeler Raël. Le but de cette secte, c'est de créer une ambassade pour les extraterrestres qui sont les Elohim, ceux qui nous ont créés sur Terre, en laboratoire. Donc ça, c'est la partie visible du mouvement, c'est vraiment la cause première. Et ensuite, après ça, il y a une ouverture à la sexualité qui est beaucoup plus importante que dans la société lambda. Alors, le mouvement raélien se trouve sur tous les continents, dans toutes les villes. C'est un mouvement où il n'y a pas d'unité, où on ne vit pas ensemble. Dans le sens, il y a une unité, certes, mais on a chacun nos vies. C'est-à-dire qu'on a notre métier, nos appartements, nos amis, notre sport. Et ponctuellement, dans le mois ou dans l'année, on se retrouve lors de stages, de conférences et de diffusion pour bien évidemment aller chercher de nouveaux adeptes. Il faut donner une partie de son salaire à monsieur Claude Vorillon. Aujourd'hui, aux dernières nouvelles, officiellement, ils sont 122 000 raéliens dans le monde. Ils sont partout. Et alors, il y en a qui sont visibles de par leur symbole qu'ils portent autour du cou, et puis il y en a qui ne le mettent pas. Donc vous ne pouvez pas savoir qu'ils le sont. Au moins une fois par an sur chaque continent, il y a le stage d'éveil et le stage de guide. Ça ressemble un peu à des stages comme à la mode avec des coachs de vie. Pour prendre vraiment soin de soi, s'aimer, s'accueillir et donner de l'amour autour de soi. Et la deuxième partie de ce stage, c'est le stage de guide qui permet d'apprendre à être impliqué dans le mouvement raélien, d'apprendre à diffuser le message de ce monsieur et d'être bien ancré et bien participatif. Il peut y avoir des week-ends où les raéliens de la région se retrouvent pour se donner un peu de motivation, pour faire de la méditation. Et il y a aussi, ponctuellement dans l'année, des conférences. À l'époque, maintenant, je ne sais pas, mais il y a des diffusions dans la rue où, à l'aide des free hugs, avec des grandes pancartes, il faisait des grandes pancartes et puis il donnait des câlins gratuits dans la rue. Et de par ce biais-là, il parlait du mouvement. Et maintenant, ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux. D'extérieur, c'est magique. Ce qu'on va vous vendre dans le mouvement, c'est juste sublime. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de donner de l'amour, c'est une réalité. Il n'y a rien de plus beau que d'être dans le non-jugement. Il n'y a rien de plus beau que d'être tendre et gentil avec les gens. On nous dit qu'on dérange parce que Raël, comme il dit qu'il est demi-frère de Jésus, c'est comme quand Jésus était sur terre et qu'il s'est fait crucifier. Donc, et puis moi, je suis devenue le Judas de Raël. Il motive complètement ses troupes et puis le message est tellement positif, il est tellement beau que les gens ont envie et les Raéliens ont vraiment une idéologie dans le sens où ils sont utiles à l'humanité, où ils vont sauver cette humanité de cette violence-là et par l'amour. Donc forcément, ils se donnent à fond et ils sont vraiment ancrés et ils ne sont pas méchants en soi. Alors dans le mouvement raélien, il y a 2 structures. La structure qui est ouverte aux hommes et aux femmes. Donc là, il y a différents niveaux en fonction de l'implication de la diffusion des messages. Niveau 1 jusqu'à guide-évêque. Guide-évêque, c'est juste en dessous de Raël. Et il y a la deuxième structure qui est ouverte uniquement aux femmes, c'est l'ordre des anges. Et pareil, en fonction de l'implication, mais pas forcément de la diffusion des messages, ça en fait partie, mais surtout de l'implication et de ton aspect physique. Tu vas monter en grade dans cet ordre-là, uniquement réservé aux femmes, pour être au service de ce monsieur. Moi, pour avoir été très proche de lui, mon objectif c'était uniquement de le rendre bien pour qu'il puisse sauver l'humanité. Donc en le rendant bien, en le mettant bien, je faisais partie des gens qui sauvaient cette humanité-là et c'était un privilège de fou, on me promettait rien. La seule chose que je me disais, c'est qu'il fallait que je fasse plus pour rester à ma place. Parce que rien n'est acquis. Et ça, il me l'a bien fait comprendre. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis là que demain j'y serai encore. C'est vraiment si on a un comportement qui est exemplaire sur la terre, si vraiment on donne de l'amour et qu'on est là pour aider le prophète, effectivement, notre promesse, leur promesse, c'est d'être recréé en laboratoire et d'avoir la vie éternelle sur la planète des Elohim et de vivre dans un monde idyllique, car monsieur a été sur cette planète-là
Ben en fait, je l'ai vécu, j'y ai cru, je le répète parce que je suis médiatisée en ce moment, mais c'est toujours particulier de le dire parce que je sais pourquoi j'en suis arrivée là, tout ça, mais c'est toujours une partie de honte, de culpabilité, de se dire que j'ai pu croire que ce monsieur a été sur une autre planète, dans une soucoupe volante et qu'il a mangé avec Jésus, quoi. Mon premier été là-bas, c'est par le biais de celle qui m'a mis au monde, j'avais 4 ans et je suis partie, j'avais 25 ans. Donc je suis restée 21 ans. Aujourd'hui, j'en ai 43 et ça fait que 2 ans que j'arrive à sortir la tête de l'eau. Donc c'est ta mère qui t'a initié au mouvement et... C'est elle qui a eu les messages de ce monsieur par le biais d'une collègue de travail et elle a eu la révélation. Elle a eu pour elle sa raison de vivre, plus que sa propre fille, je pense, même si elle m'a aimée à sa manière. Ça a été pour elle une délivrance et elle m'a emmenée partout. Et quand on a 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, on suit sa maman. Moi, j'ai connu que ça, donc pour moi, c'était ma normalité. Elle est toujours dedans et si elle avait un choix à faire, ce serait eux, pas moi. Quand j'étais plus petite, j'ai des brefs souvenirs d'une colonie de vacances où c'était joli, mais ça a basculé quand je suis arrivée à 9 ans, où lui, quand je dis lui, je parle de Monsieur Vorion, il vient me parler au bord de la piscine et qui me donne de l'intérêt et qui me fait comprendre qu'on serait amené à se revoir quand je serais plus grande. Et ça m'a marquée parce que du coup, j'ai eu un rapport avec celle qui m'a mis au monde qui était différent après. Parce que je suscitais de l'intérêt auprès de cette personne, donc elle avait son besoin de reconnaissance qui était assouvi par moi, en fait. Donc oui, ça m'a marqué. Et puis après, il y a d'autres choses qui m'ont marqué qui étaient moins douces. Moins douces dans le sens où j'ai compris que très récemment... Attends. Des choses moins douces parce que j'ai compris récemment que, en fait, c'est pas parce que j'ai pas dit non qu'on avait le droit de me le faire. Et ça, c'est compliqué quand... et je pense qu'il y a des jeunes filles qui n'osent pas dire non. Et comme elles n'osent pas dire non, eh ben, elles imaginent qu'elles se font pas vivre. Mais si. Et j'ai 43 ans et je l'intègre petit à petit, donc c'est toujours un peu compliqué de l'évoquer. Non, ça suffit. Il n'y a pas besoin de se justifier et moi, je ne me forcerai plus jamais. Ça, c'est une promesse que je me suis faite. Si je dois dire non, je dis non. C'est le principe même de ma nouvelle vie. Je suis désolée, je suis dans l'émotion. Quand j'étais petite, moi, j'avais une scolarité tout à fait normale, comme n'importe quel enfant. Et sauf que quand on rentrait à la maison, à l'époque, on avait des cassettes, des cassettes et des cassettes vidéo où on écoutait, parce qu'il chantait, monsieur, et on écoutait ses chansons toute la journée, de la méditation. Il y avait des posters dans ma chambre parce que j'étais fanatique. Hein. Donc j'avais une influence lambda, comme si j'étais fan de quelqu'un. Sauf que, eh ben, ces week-ends-là ou ces stages-là, je l'accompagnais, celle qui m'a mis au monde. Et là, quand j'étais plus petite, il y avait un espace réservé à la garderie. Puis après, on grandit et puis on est de plus en plus impliqués en fonction de nos âges. Mais voilà, on assiste aux cours, on discute avec les gens et puis on est vraiment dans une atmosphère qui est belle. C'est fou ce que je dis, mais c'est tellement vrai. C'est une atmosphère, passer 48 heures avec eux, vous n'avez pas envie de partir en fait. Tout est beau, tout est gentillesse, tout le monde est prévenant. Ça rigole, ça s'embrasse, ça s'enlace. C'est d'apparence très douce et je comprends qu'on puisse facilement y rester. Au début du mouvement, quand j'avais 4 ans, on allait dans le sud de la France, Valence d'Albigeois, dans un camping qui s'appelait Éden. Et donc voilà, c'était tous les mois d'août, on allait à Éden. Je retrouvais mes copines que je voyais possiblement ou pas dans l'année par le biais de week-ends raéliens. Donc moi, je retrouvais mes copines hein, et c'était cool et j'aimais bien. Et je me disais, je vais retrouver mes copines. J'allais à la garderie où on s'occupait de nous. Des gens étaient payés pour s'occuper de nous. On allait se promener. En plus, le camping était juste idyllique. Une rivière, une piscine, une maison en pierre. C'était la petite maison dans la prairie, quoi. C'était superbe. Donc ça, c'est mes souvenirs d'enfance, ouais. Pendant un moment, je parlais pas. J'étais trop petite. Après, il y a un moment où Raël a décidé qu'il fallait assumer qu'on faisait partie du mouvement raélien. Donc même si les gens, moi j'habitais à Saint-Étienne, une petite ville, et ma maman se trimballait avec son symbole de partout, donc j'étais la fille de la femme de la secte, donc déjà ça se savait. Et après, quand moi j'ai commencé à l'assumer, j'avais même un mini symbole que je portais au collège ou au lycée. Ouais, je suis raélienne. Mais on me jugeait, mais c'était pas grave, parce que moi on m'apprenait dans un autre sens que
les pauvres, ils savent pas ce qu'ils font, ils sont pas dans la vérité, c'est nous qui sommes dans la vérité. Donc ouais, je l'assumais, ça n'a jamais été caché en tout cas. C'était vraiment une manière de s'assumer. On est là, on existe, on est présent et on se cache pas. On est fier de ce qu'on fait. Ça fait partie de l'embrigadement, ça ferait partie de l'emprise en fait. C'est sur nous tout le temps, on se regarde, on passe devant un miroir, on le voit. Même si on n'y pense pas, on le voit. Donc ça fait partie du jeu. Très tôt, très rapidement, j'étais mal à l'aise avec certaines attitudes. Mais je ne m'autorisais pas à le penser. Parce que si je le pensais, ça voulait dire que je n'étais pas une bonne raélienne. Parce qu'en tant que raélienne, moi, je parle uniquement et toujours pour moi. Quand je disais non ou quand je montrais que je n'avais pas envie, on me disait libère-toi, enlève-toi les carcans que t'as dans ton cerveau, sois une bonne raélienne. Donc forcément, on ne s'écoute pas. Moi, en tout cas, je parle pour moi, je ne m'écoutais pas. Mais effectivement, de voir des gens tout nus, à la rigueur, ça, c'est pas très grave. Mais de voir des gens assez proches, très souvent, quand on est enfant, c'est pas normal. Mais comme ça faisait partie de ma vie, je ne m'autorisais pas à être gênée de ça. Le signe qui aurait pu m'alerter, c'est effectivement un mal-être très jeune. J'ai été très mal et que, de mon point de vue là, c'était trop tactile. C'est-à-dire que même si moi j'ai été tactile à une partie de ma vie, c'était vraiment trop. Moi, j'avais pas envie que certains hommes y mettent leurs mains sur ma cuisse ou qu'ils mettent leurs mains même ne serait-ce que sur mon épaule, mais j'osais pas dire non et j'étais mal à l'aise. Alors que j'avais le droit de dire non, je précise, j'avais le droit de dire non, j'avais le droit de partir, j'avais tous les droits. C'est moi-même et ma prison dans mon cerveau qui ont fait que je suis restée et que c'est moi qui ai pris cette décision-là. Parce que je pouvais partir, mais j'en étais incapable. J'ai été sous emprise de l'âge de 4 ans jusqu'à il y a 2 ans et même encore aujourd'hui. C'est un truc qui, je pense, l'emprise restera par rapport à ce mouvement toute ma vie en moi. C'est vraiment de l'emprise. Mais je l'ai compris il n'y a que 2 ans. Et quand on vous amène des pics qui font mal sur un plateau de roses, eh ben vous retenez que les roses, en fait. Vous retenez que la douceur, et la douleur, vous l'enlevez. Et ben forcément, vous allez chercher la douceur, même si ça fait mal. Donc, pour moi, c'est de l'emprise. Ça a été mon mécanisme de défense toute ma vie. Malheureusement, c'est doux, mais ça fait mal. Donc, pour moi, l'association du bonheur, le bonheur est associé à la douleur. J'apprends maintenant que le bonheur, en fait, c'est pas d'avoir mal et c'est pas d'accepter. Donc, et je pense que s'il n'y avait pas eu cette emprise-là, je ne penserais pas ça aujourd'hui. Je n'en serais pas là aujourd'hui. Pour faire court, j'ai gagné. J'ai eu une relaxe par rapport au premier procès de M. Vaurillon. Je rappelle les faits. Je l'ai comparé à Hitler dans une émission de Mouloud Achour. Il a porté plainte contre moi. J'ai été relaxée. Je n'y crois pas. Je devrais être heureuse. Je devrais être contente. Mais c'est trop de bonheur, donc j'attends le malheur qui arrive. Et ça fait partie de l'emprise. Mais il faut juste que j'accepte que j'ai été relaxée. Mais pour moi, mon avocate hier me dit « Mais t'as gagné, vous avez gagné !» Oui, j'attends le mal maintenant. Parce que trop de bonheur veut dire du mal. Mais ça fait partie des mécanismes de l'emprise, aujourd'hui. Je fais un travail sur cette emprise-là parce que j'ai appris que tout le monde peut être touché par l'emprise. Au travail, dans la famille, avec les amis, le phénomène de groupe. On n'a pas envie d'être dissocié du groupe, on n'a pas envie de nous juger. On accepte des choses, même si c'est minime, ça reste de l'emprise. Donc c'est un travail que moi je fais et je veux surtout passer le message que c'est possible de s'en détacher. Moi j'ai vraiment été dans de l'emprise forte, mais si moi j'arrive à m'en détacher, même s'il reste des séquelles, je le sais. Mais c'est pas fini, je le travaille et je veux dire à tous ces jeunes, moins jeunes, hommes, femmes, que si ils se sentent un jour sous emprise, c'est pas trop tard, c'est juste le début d'autre chose. Mais accepter d'être différent. Et parfois être différent, c'est vraiment super cool. Vraiment. On choisit tous nos combats. Moi, mon combat, c'est de me sortir de là. Et pour sortir de là, pour sortir de cette emprise, je fais tout ce que je fais. Mais je pense que c'est un combat qui va rester toute ma vie. Et je pense que ce mouvement, j'y penserai tous les jours de toute ma vie. Alors oui, il y a des jours ça va, des jours ça va moins bien. Mais c'est un travail, même si j'ai l'air forte, même si on me dit que je suis forte, c'est pas tous les jours. Il y a des jours où je pleure et c'est ok, et j'ai le droit. Et il y a des jours où j'ai envie de mourir et c'est ok, et j'ai le droit, je le ferai jamais. Je le ferai jamais parce que, 1, j'ai pas la force, et 2, j'ai trop de choses à vivre. Malgré tout, la vie, elle est belle. Malgré tout, la vie, elle est belle.
mais c'est un combat au quotidien. Et je le sais, je l'accepte. Et c'est comme ça. Quand mon éditeur m'a appelée, déjà j'étais un peu en retrait, je me disais qu'est-ce qu'il me veut. Et il m'a posé la question, il m'a dit si vous acceptez d'écrire votre livre, c'est pourquoi? J'ai en priorité, c'est pour moi. C'est la première fois de ma vie que je pense à moi en fait, parce qu'il fallait que ça sorte de moi. Il fallait que je trouve un moyen que ça sorte de moi, d'être complètement libérée de toute chose, d'assumer toute chose. Pour moi, je l'ai fait pour ça à la base. Et si un jour quelqu'un veut écrire un livre, faites-le pas pour autre chose, parce que vous serez pas riche avec un livre. Moi, ça me permet, avant toute chose, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, de me rendre compte. Ok, je l'ai vécu, c'est ma vie. Mais le fait de l'exposer, d'en parler, eh ben, je conscientise encore plus les choses. Et donc, du coup, le fait de conscientiser, c'est pas forcément évident. C'est un peu dur. Mais ça me donne encore plus la force de le transformer. Et si ça peut aider quelqu'un, je l'ai tout gagné. Mais vraiment, ouais, c'est vraiment, moi, j'ai besoin de le médiatiser. Alors, je pensais pas que ça allait prendre cette ampleur, pour être tout à fait honnête. C'est quand même assez ouf ce qui m'arrive dans ma vie. Mais aujourd'hui, ça fait partie de ma thérapie, ça me soigne. Avant toute chose, égoïstement, je le fais pour moi. Si une seule personne, un jour, me croise dans la rue parce qu'on me reconnaît et qu'on me dit « ben, grâce à vous, j'ai réussi à porter plainte. Grâce à vous, j'ai tout gagné. » C'est tout ce que je demande. Ça veut dire que j'ai transformé la chose, que j'ai transformé le malheur et que les gens qui viennent et qui vont me dire ça, ils ont repris le pouvoir sur leur vie, ce que je fais moi aujourd'hui, donc ça valait la peine. Alors le stage à la méditation sensuelle, donc on va vous apprendre en priorité à prendre soin de vous, mais par tous les biais possibles, c'est-à-dire avoir une nourriture saine, ne pas consommer d'alcool à outrance, ne pas fumer, prendre des temps pour soi, faire de la méditation, accepter ses formes, s'aimer, et ça passe par la méditation sensuelle, c'est-à-dire que il y a une méditation lambda, hein, comme tout le monde connaît, et il y a la méditation où on va vous apprendre à découvrir vos parties intimes, on va vous apprendre à vous caresser avec le partenaire qui est en face de vous, ou avec votre conjoint ou avec votre conjointe, si vous en avez l'envie, évidemment. Et surtout, dans cette partie-là, il y a aussi le fait d'associer la partie sexuelle à quelque chose de vraiment sans tabou. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit fermé, il faut que ce soit ouvert, il faut découvrir d'autres choses. Bien évidemment, si vous en avez envie, on ne vous force en rien dans le discours. Et donc ça, ce sont les stages auxquels j'ai participé à partir de l'âge de 13 ans. Mais déjà, avant, dans les livres qu'a écrit Raël, il est écrit, alors peut-être qu'aujourd'hui ils l'ont enlevé, mais à l'époque il est écrit et ça se retrouve facilement, qu'il faut ouvrir la sexualité très jeune aux enfants, très tôt, notamment en leur apprenant à se masturber, en leur expliquant que c'est bon, en leur expliquant que c'est quelque chose de normal. Très tôt. Je ne sais pas quel âge en soit, mais en tout cas, il faut le faire très tôt. Ça part dans le principe de l'emprise, hein, parce qu'on apprend ça à nos enfants. Ça veut dire que nos enfants sont conditionnés pour ça et que plus tard, ils sont ouverts à plus de choses. Dans mon prisme et dans ce que je pense. C'était ma raison de vivre à elle. Je le répète, j'aurais pu mourir pour lui, mais plus d'une fois, je pense. D'ailleurs, dans l'ordre des anges, moi j'avais une position où j'étais proche de lui. On se mettait devant sur la scène, comme ça, s'il lui arrivait quelque chose, c'était plus compliqué d'attaquer des femmes avant de l'attaquer lui. Mais moi, c'était mon tout, en fait, je faisais tout en fonction de lui. J'étais fanatique. Et quand il passait, il avait un aura. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui sait parler et qui sait dire exactement la bonne chose au bon moment. Et quand il était là, je rougissais. Hein. Alors plus j'ai passé du temps avec lui, moins ça se voyait, j'arrivais le plus à le gérer. Mais il m'est arrivé d'avoir des moments devant lui où je n'arrivais pas à parler tellement j'étais impressionnée. Où j'avais qu'une envie, c'est de me mettre à genoux devant lui pour lui montrer ma dévotion. Je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu le faire. Alors quand il est présent, il est accessible, mais après il a toujours sa horde de garde du corps pour un peu gérer les Raéliens qui veulent le voir, mais il reste accessible quand il a décidé, évidemment. Et moi qui étais proche de lui, très très proche de lui même, c'était quand il voulait. Donc j'étais à sa disposition et c'est lui qui décidait. C'est toujours Raël qui décide. Quand il a besoin, quand il a envie, quand il est disposé. Voilà. Mais on ne va pas vers lui. Alors moi j'étais proche de lui, donc c'était différent, je pouvais aller vers lui.
Mais je passais un coup de fil avant, un petit mail pour savoir. Ou c'est lui qui me contactait, mais c'est vrai que les autres Raéliens lambda, ils peuvent l'approcher. Par exemple, en fin de stage, la dernière fois que j'ai fait les stages, il a donné l'autorisation à ses adeptes de lui remettre des enveloppes avec de l'argent main à la main. Donc il avait bien évidemment son service de sécurité. Donc là, il y avait une queue de 100, 150 personnes avec des enveloppes pleines d'argent qui allaient, qui donnaient, donc il peut être accessible quand ça l'arrange aussi. Moi, quand il était en France, j'étais pas si proche parce que j'étais mineure. Voilà, j'étais mineure, donc moi j'étais une enfant. Donc des fois, il m'invitait à s'asseoir à côté de lui pour regarder un spectacle ou pour manger. Il a commencé à mettre ses mains sur mes genoux, mais ça s'arrêtait là. Et du moment où j'ai été majeure, ça a basculé. Donc oui, j'ai été vivre en Suisse pour être proche de lui. Il y a un adepte qui m'avait prêté une chambre dans sa maison pour être dans la même rue que là où vivaient Raël et sa femme de l'époque. Et donc là, j'attendais derrière mon téléphone. Donc là, j'ai dû déménager et j'ai dû partir à l'étranger. Avant, quand j'étais pas proche de lui, oui, j'avais quelques petits boulots dans la restauration, tout ça. J'ai été militaire pendant un moment. Et après ça, je suis partie vivre en Suisse et j'étais logée, nourrie, pas de travail. Mon travail, c'était de lui faire plaisir. Ouais. En fait, dans le mouvement raélien, il n'y a pas de rituel hormis le baptême, qui s'appelle la transmission du plan cellulaire, où là, on considère les extraterrestres, les Elohim, comme nos créateurs. Donc, on adhère au mouvement raélien d'une manière très solennelle. C'est le seul rituel du mouvement raélien. Après, toutes les choses se font naturellement. Il y a 4 dates dans l'année, 13 décembre, alors 7 octobre, 13 décembre, 1er dimanche d'avril et le 6 août, si je ne me trompe pas, où là, ou Raël lui-même, ou un de ses guides qu'il a choisi et nommé, pose une main sur ta nuque et une main sur ton front. Donc c'est à peu près un geste qu'il fait comme ça, avant les avoir trempés dans l'eau. C'est pour envoyer aux Elohim ton code génétique, de telle manière à ce que lorsque tu meurs, si tu as bien œuvré sur la terre, tu auras la vie éternelle. Donc ça, c'est 4 dates dans l'année où tu peux faire cette transmission. Après, il n'y a pas d'autres rituels. Alors, à mes 15 ans, je rentre de stage raélien, je dors chez une de mes tantes et je converse avec une cousine que j'aime beaucoup et je me lâche un peu, je me confie sur ce qui se passe. Ma cousine me laisse parler, elle a été très intelligente et je la remercie. Et elle me laisse parler, et je suis en confiance, sauf que, bien évidemment, vu ce que je lui racontais, elle a été en parler aux adultes, c'est-à-dire certains membres de ma famille génétique, et ils ont été voir la police. Suite à ça, on a été placés sur écoute à la maison, et sur les écoutes, je parle avec des Raéliens, des Raéliennes, des non-Raéliens, de ce que je peux faire et pratiquer dans ce mouvement-là, donc la police entend tout. Et là, il débarque à 6h du matin à la maison, une fois que j'ai passé 15 ans, et je suis placée en foyer. Et pendant quelques mois, je retourne chez mes parents. Donc, celle qui me met au monde me dit que le mouvement s'est terminé, qu'on n'y va plus, qu'on n'y retourne plus. Mais en fait, elle y va toujours. Je l'ai appris des années après, et à 18 ans, je sais qu'elle y retourne. Raël m'écrit un courrier, et je plonge dedans, j'y retourne. C'est comme si j'avais été conditionnée au fait que, les mêmes termes, les pauvres, ils savent pas ce qu'ils font. Moi, je suis dans ma vérité, j'ai dit des choses. Après, je suis revenue sur ce que j'ai dit parce que j'avais pas conscience à la base que ça pouvait leur nuire. J'avais même pas capté que mes parents étaient en garde à vue, par exemple. Pour moi, j'étais vraiment même si c'était violent ce que je vivais, j'étais vraiment dans mon monde de bisounours. Donc du coup, c'était une suite logique. On a la vérité, donc on va tout faire pour nous l'enlever, quoi. On ne te dit pas de le dire, mais on te dit pas de pas le dire. On va te faire comprendre que comme il y a une phrase qui dit ce qui se passe à Ibiza reste à Ibiza. Donc ce qui se passe dans le mouvement reste dans le mouvement. Mais on ne t'interdit rien. Il est là le vice, c'est que tu es libre de tout, sans forcément être libre. J'ai ce courrier de Raël et puis quelques temps après, j'apprends, donc j'habite en Rhône-Alpes, j'apprends que sur Paris, il y a un grand rassemblement. Il n'était pas là, lui. Et donc j'y vais, un peu honteuse de ce qui s'est passé, un peu honteuse d'avoir dit, redit, démenti, bref, pas très à l'aise. Et là, on m'accueille avec plein d'amour. Un guide à l'époque dit que je suis là et qu'il faut me donner de l'amour et je suis applaudie pendant des minutes et des minutes et des minutes. Et c'était ça m'avait fait du bien à l'époque. J'étais heureuse et je pleurais de bonheur de retrouver ma famille, de retrouver mes amis. C'était un bon moment à l'époque. Alors quand je reviens, très rapidement, je me remets dans le mouvement, je me rapproche des dirigeants de ma région, je recommence à être active et puis il se passe un week-end en Suisse où Raël est là.
Il arrive du Canada, je crois. Je suis pas très sûre, mais je crois qu'il arrive du Canada, il est là. Et je fais tout pour qu'il me remarque et il me remarque. Et donc je passe du temps avec lui. Là, il me propose d'être sa plume rose cordon doré, donc ça a été très très vite. Donc je n'avais le droit d'avoir des rapports intimes qu'avec lui. Et les Elohim, les extraterrestres, quand ils viendront sur Terre. Donc ouais, j'avais une place de privilégiée aux yeux des Raéliens et à mes yeux, à l'époque. Mais en fait, c'était l'enfer qui commençait. Moi, déjà, je ne l'avais pas demandé, je l'envisageais pas du tout, j'y avais même pas réfléchi que ce soit possible. Après, alors là, j'ai pris 20 ans de plus, hein, donc j'ai pris une frappe. Je suis pas la même qu'à 20 ans, mais il paraît que j'étais une jolie nana. En tout cas, dans ses goûts à lui. Et j'étais pertinente. Ça, et c'est quelque chose qui m'a souvent rappelé que j'étais intelligente, mais pertinente, dans le sens où, bah ouais, j'étais fanatique de lui, mais on avait des conversations, des vraies conversations avec du fond, une répartie, et ça lui plaisait parce que c'était pas fade. Donc ça, souvent, il me l'a dit. Il m'a dit que j'étais pertinente, il m'a dit que j'étais intelligente, que j'avais bien sûr, pour me valoriser, il me disait que j'avais des grandes choses à faire, tout ça. Et au-delà de mon physique qui lui plaisait, je pense, il y avait ce côté un peu pertinent, un peu pas bête devant lui, abasourdi, quoi. J'avais, malgré l'intimidation qu'il me procurait, j'avais ce répondant-là. Donc ça lui plaisait parce que ça lui changeait de... Toutes les personnes qui se tournent autour de Raël, elles sont pertinentes, je pense. Elles sont pas juste jolies. Et il avait une femme de l'époque qui était sa compagne officielle. Donc c'est elle qui le suivait partout, sur tous les continents. Mais on était une plume rose, cordon doré sur chaque continent. Et en fait, on était exclusive à lui. Mais comme la jalousie n'existe pas dans le mouvement raélien, en tout cas elle existe, mais elle n'est pas assumée et que c'est quelque chose de mauvais. Moi, il m'est arrivé d'avoir des moments intimes avec lui et que sa femme de l'époque rentre dans la chambre pour nous parler. C'est fou. Je suis pas jalouse, moi. Parce que même aujourd'hui, c'est pas un sentiment qui est naturel chez moi parce qu'on m'a tellement appris à ne pas l'être que je me suis conditionnée comme ça. Mais je pense que finalement, à juste dose, hein, jamais dans l'excès, c'est quelque chose de sain et qui est humain surtout. Et j'aimerais parfois être un peu jalouse, mais j'y arrive pas. Une journée lambda, je me réveillais, je faisais mon petit ménage dans ma petite chambre, je checkais mes mails pour voir s'il n'y avait pas des consignes à donner, à distribuer ou que moi-même je devais faire. Je faisais en sorte de me préparer, d'être jolie, sans savoir si j'allais le voir ou pas, parce qu'on ne sait jamais, à part les choses qui sont prévues, mais je faisais en sorte d'être jolie, je lisais et j'attendais. J'attendais qu'il m'appelle, j'attendais qu'on me dise il y a ça à faire. Et puis il y avait des jours à tour de rôle où c'était à moi de faire son ménage. Comme j'étais la plus proche, et ben, quand il n'était pas là, j'en profitais pour aller faire son ménage pour surtout pas le déranger, s'accompagner lui. Et puis je savais bien le faire. Donc en fait, ma vie avec lui, proche de lui, ça a été 99% d'attente en fait. J'attendais qu'il veuille me voir, j'attendais qu'il ait besoin de moi, j'attendais qu'il faille cuisiner, j'attendais qu'il faille changer ses draps. J'attendais, et dès que mon téléphone sonnait, j'étais au garde à vous. Alors certes, ça ne ressemble pas à de l'esclavage comme les gens l'ont dans la tête. Certes que ce n'est peut-être pas la même définition que dans le dictionnaire, mais quand on vit dans l'attente des ordres de quelqu'un, qui ne sont pas des ordres en soi, puisqu'on nous dit qu'on a le choix, on devient quelque part son esclave. En tout cas, c'est ce que moi je pense, et ça n'engage que moi. La première fois qu'il s'est passé quelque chose de violent, on va la faire rapide, mais il m'a inséré une première fois une fourchette dans mon... Je savais au fond de moi que c'était pas normal, mais c'était, et c'est comme ça que je l'ai pris à l'époque, mon moyen de lui montrer ma dévotion. C'était pas su, je pense qu'il ne l'a fait qu'avec moi d'ailleurs, mais j'étais fière de lui prouver par ça que je lui étais complètement dévouée. Moi, j'ai appris depuis toute mon enfance que Raël aimait pas le sang, par exemple. Et c'était fait exprès, en fait. J'arrive dans une chambre où il se passe ça, et puis moi, j'ai tout de suite mis en pratique inconsciemment la dissociation. Donc mon corps était là, j'étais son objet, en fait. Et puis mon cerveau n'était pas là. Hein. C'est les gens qui ont des gros traumatismes qui vivent ça. C'est ce que mes psys m'ont expliqué plus tard. Donc il y a eu ça, qui est encore aujourd'hui compliqué. Il y a eu d'autres choses, mais on va rester soft. Et on n'est jamais puni. La seule fois où j'ai eu un blâme, c'est parce qu'il y avait 2 réunions dans la même journée. J'en ai assisté à une et pas l'autre. Donc là, j'ai été punie. Donc il m'a pas dit que j'étais punie. Il m'a juste mis au bout de la table. C'est grâce à ça d'ailleurs que j'ai eu le déclic. Mais quand vous dites non, ok. Mais moi, c'était dans ma tête, en fait. La prison, c'est une phrase que je dis souvent parce qu'elle est tellement réelle. La prison était dans ma tête. Je m'interdisais à le dire non, j'étais une mauvaise raélienne.
J'étais une très 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 mauvaise raélienne si si j'osais dire non. Donc je m'auto-flagellais, je me faisais du mal à moi. Donc le travail était déjà bien profond. Mais il faut toujours dire non quand on n'a pas envie. Même si je sais, même si je le mets en pratique, c'est encore un combat de dire non. Parce que moi j'ai dit oui et j'ai fait les choses pour être aimée. Parce que je voulais qu'on m'aime, je voulais qu'on fasse faire partie d'un groupe. Je voulais exister à travers les yeux des gens parce que j'ai une image de moi qui est pas, et depuis toujours, hein, qui est pas jolie. Donc j'avais besoin du regard des gens. Et quand on commence à apprendre à dire non et à s'affranchir du regard des gens, je pense que c'est la plus grande des libertés. Et ben tous les jours j'apprends, quoi. Jusqu'à la fin de ma vie. Et tu penses que Raël, il savait très bien ce qu'il faisait? Il sait tout ce qu'il fait. Il sait tout ce qu'il fait. Il est, je pense que c'est quelqu'un qui ne laisse pas de place au hasard. Il est tout le temps dans le contrôle. Tout le temps. Alors, moi, je pense que si je suis arrivée comme ça à faire ce que je fais aujourd'hui, il s'y attendait pas. Donc pour lui, c'est quelque chose qui est incontrôlable, mais dans son milieu à lui, dans sa sphère à lui, il est dans le contrôle tout le temps. Il est d'une intelligence... il est fort, hein, très très fort. Hein, quand il arrive dans une salle et que tout le monde se tait, moi je l'ai vu, hein, il parle, tout le monde se tait. Les gens, ils passent à côté des gens, les gens pleurent, parlent de lui, tremblent. Moi, je l'ai vu ça, et j'ai fait partie de ces gens. Je pense qu'à force de mentir, au bout d'un moment, t'y crois. Je pense qu'à un moment, c'est vraiment sa vraie vie. C'est devenu sa réalité. Je pense qu'il y a toujours des moments où il sait bien. Moi, je l'ai vu des fois sourire, ils sont un peu teubés, quoi. Mais à force, au bout d'un moment, c'est devenu sa vraie réalité, je pense. Oh là là, je me souviens à l'époque, quand il est parti au Canada, j'étais gamine et que ça a été reconnu comme une religion, mais nous, c'était la joie, l'émotion. Enfin, on est reconnu, c'est le début de quelque chose de positif, c'est génial. En France, on est arriéré, la France ci, la France ça. Ok, donc c'était extraordinaire. Pour nous, ça a été une fête. C'était magique. C'est fou parce que je me rends compte que je m'inclus encore dedans. Je dis pour nous, les Raéliens. Alors, y retourner, non, c'est pas y retourner, c'est douter, c'est différent. Des fois, je doute. Là, par exemple, le procès, j'étais persuadée que j'allais pas être relaxée. Mais persuadée parce que c'est quelqu'un qui a toujours eu de la chance dans sa vie, Raël. Il a toujours, je sais pas, et je me suis dit, si je perds, c'est que il est protégé, c'est peut-être les Elohim, nanana. Donc ça existe encore. Hier encore, j'y pensais. Ce matin encore, j'y pensais. Et je vis pas cette relax d'une manière comme je devrais la vivre à cause de ça. Mais lui faire du mal, non. Je préfère garder mon énergie pour me reconstruire et me faire du bien. Je pense que ça suffit de l'intérêt que je lui ai donné. Alors là, je parle de lui parce que je le dénonce, mais le principal sujet, c'est pas lui. C'est surtout comment faire. Comment s'en sortir? Si vous avez des gens qui sont, que vous pouvez penser qui sont sous emprise ou quoi, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut être dans la résilience, quel que soit le thème? Mais le sujet principal, lui, on s'en fout finalement. C'est comment transformer ça c'est important. Et comment moi, je me transforme vis-à-vis de mes yeux à moi. Là, elle est ma raison de vivre. Lui, il meurt demain, je ne sais même pas si ça me ferait quelque chose. Bien sûr que par contre, si je le croise, je serais tétanisée, c'est une réalité, parce que moi, quand j'ai vu les Raéliens qui étaient là au procès, que moi j'étais seule sur mon banc, c'était très compliqué. Puis c'est des gens que je connais. Et très très compliqué, c'est des gens que j'ai aimés très fort, et c'est des gens qui m'ont rien fait en soi. Donc ça a été très compliqué, mais c'est pas important. L'important, c'est comment le transformer. Il est là, mon choix de vie. Quand on est raélien, on a pour devoir de donner 10% de son salaire annuel. Raël, il faut qu'il vive. Et qu'il vive bien. Donc, chacun donnait avec ses moyens des enveloppes, de l'argent pour lui personnellement, pour le faire voyager, pour permettre de diffuser son amour et sa lumière partout dans le monde. Et en plus, c'est des gens, moi j'ai vu des gens qui payent pour la construction de l'ambassade, qui donnent de l'argent pour son bien-être personnel, mais qui en même temps sont son chauffeur, sa couturière, sa cuisinière. Voilà. Donc ils payent et en plus ils sont à son service physiquement. Quand je dis physiquement, je parle pas de sexualité, hein, je parle de son service, voilà ce que je viens de citer
Chauffeur, cuisinière, repassage, femme de ménage. Et les gens payent pour ça. Il y avait vraiment une ambassade qui était en construction? Elle n'a jamais été en construction, ils n'ont même pas le terrain. Donc, elle est censée arriver avant 2030, si je me souviens bien. Il n'y a même pas de terrain. Donc c'est compliqué de construire un bâtiment, quel qu'il soit, sans terrain. Vous en parlez souvent? Ah, c'est le but de créer l'ambassade. Hein. Voilà, on en est là financièrement. On va créer l'ambassade. Il y a des choses qui sont dites, le lendemain c'est contredit, c'est jamais sur la même longueur d'onde. Ça noie le poisson tout le temps. Donc, si un jour elle est là, ben, je leur souhaite. J'y crois pas. Est-ce que tu te souviens du jour de comment ça s'est passé où il y a vraiment eu ce déclic? Alors, je m'en souviens complètement à 100%. Donc, ce jour-là, 2 réunions d'anges. Je décide d'aller à la première et pas à la deuxième parce que pour des raisons où j'étais pas très bien. Donc, je vais pas à la deuxième. Et le soir, repas de Raël avec des anges. Des anges cordon doré, que des belles femmes donc. Et j'avais pour habitude d'être assise à côté de lui. Sauf que là, j'arrive au repas, au restaurant, et devant toutes les nanas, il me dit « Mais pourquoi t'as pas assisté à la deuxième réunion ?» En gros, hein, je la fais courte, t'en as plus besoin que les autres. En soi, t'es à mon service plus que les autres, donc tu as beaucoup plus besoin de travailler pour être encore mieux pour moi. Donc je deviens rouge, j'ai honte, et il me met en bout de table. Il me met en bout de table, et puis j'étais dans un mal-être, parce que j'ai déçu le prophète. Donc j'étais pas bien. Et j'ai une serveuse complètement normale, pas dans le mouvement que je n'avais jamais vu, qui arrive et puis je sais pas pourquoi je la regarde et je vois qu'elle nous regarde toutes un peu avec de la moquerie et puis un peu elle a de la peine quoi. Et j'aime bien utiliser tes expressions mais les fils dans mon cerveau ils sont touchés comme une espèce de révélation où là je regarde mes autres copines de l'époque et je vois leur visage carrément mais physiquement se déformer. Et je me dis, mais si je le regarde moi comme ça, c'est qu'il y a un problème. On ne peut pas regarder un être humain. On ne peut pas regarder quelqu'un comme ça. Pas un être humain, parce que je pensais que c'était le prophète. Mais... Et j'ai été dans un mal-être physique, parce que moi, mon corps réagit beaucoup. Et j'étais pas bien. Et puis, elle me disait, ça va, Lydie Amour, parce qu'elle m'appelait Lydie Amour. Ça va, Lydie Amour, nanana. Ouais, ça va, je suis un peu malade. Je vais aux toilettes, je vais vomir, je suis pas bien. Je reviens. Je pense qu'il a compris qu'il se passait quelque chose, je suis sûre même. Je m'installe à côté de lui. Il m'offre mon dessert préféré. Il ne m'avait jamais rien offert. Elle ne paye jamais rien. Même quand il va avec 25 femmes au restaurant, c'est les femmes qui payent. Et donc, il me met la main sur la cuisse. C'est compliqué. Et il me fait comprendre qu'on va passer une dernière nuit tous les deux. Et on a passé une dernière nuit qui a été la nuit la plus atroce, la plus horrible. La plus dévastatrice, je pourrais dire, je pense. Parce que là, j'étais là, quoi. J'étais pas trop dissociée, en vérité. Et ce qu'il a fait au premier rapport, il l'a refait au dernier rapport. M'introduire ça en moi et pas me faire du bien avec. Et le lendemain, j'ai passé un coup de fil de quelqu'un qui était non-raélien, qui est devenu par la suite le père de mes enfants, et je lui ai demandé de venir me chercher. Et là, le malheur a commencé. La dureté de la vie a commencé. C'était pas pendant, c'est après. Voilà le déclic. Le lendemain, j'ai fait en sorte de ne pas les croiser, de ne pas les voir. J'ai laissé mes affaires et je suis partie sans dire au revoir. Parce que je savais que si je le revoyais ou si je les revoyais, il était susceptible que j'y retourne. Donc, je ne voulais plus les croiser. Déjà, je ne me trouve pas forte. Parce que moi, c'est ma vie. Donc, pour moi, il n'y a rien de... Mais je pense qu'il y a un moment dans ma vie, après avoir subi des années, même après, où j'ai eu une entrevue avec un psychanalyste qui m'a parlé pour la première fois de l'emprise. Et là, j'ai compris que c'était peut-être pas moi le problème finalement. Que si j'en suis arrivée à faire ça et à subir ça, c'est peut-être aussi pas forcément parce que je suis quelqu'un de mauvais, pas forcément parce que je suis une mauvaise fille, pas parce qu'à l'époque je mentais beaucoup, donc pas parce que je ne suis pas forcément qu'une menteuse, je ne suis pas que quelqu'un de mauvais. Et donc du coup, ça a basculé. Rapidement, je me suis dit, j'ai 2 choix. Quand j'ai compris l'emprise, rapidement, je me suis dit, j'ai 2 choix, où tu subis et ils ont gagné, ou tu transformes et ça va être dur. Mais tu vas y arriver. Je sais pas quand, je sais pas comment, j'y arriverai, ça c'est sûr. Mais je me dis que si moi j'y arrive et tout le monde peut y arriver, et
Moi, c'est ça. C'est je veux vivre et trouver un sens à mon existence. Et aujourd'hui, trouver un sens à mon existence, je sais pas, peut-être dans un an, ce sera différent, mais aujourd'hui, trouver un sens à mon existence, c'est de montrer que déjà l'emprise, ça existe, que ça peut toucher tout le monde, et que deux, on peut le transformer. Que c'est une question de choix, que c'est dur. Ouais, c'est dur, c'est pas facile tous les jours. Mais on a tous les capacités d'être heureux, il faut aller le chercher. Et heureux, ça veut pas dire être heureux tout le temps. Ça veut dire, moi, il y a des jours, j'ai envie de vomir, j'ai envie de vomir, et c'est ok. Mais il faut pas se culpabiliser de pas être bien, il faut l'accepter. Ok, ça va pas. Mais pas entretenir ça. Après, si vous l'entretenez, c'est votre choix. Mais c'est un choix d'être bien. Et tout le monde en est capable, vraiment. Si moi j'y arrive, et je suis un peu teubée, tout le monde y arrive, quoi. Avant que mon livre sorte, j'étais avec quelqu'un qui m'a trompée. Pendant que j'étais sur un lit d'hôpital, en plus. Bref, le truc pas ouf. Ben, je lui ai pardonné. Bah, c'est pas grave. Ça s'est fini par la suite, parce qu'inconsciemment, je pense qu'il attendait que je le quitte, mais c'est pas ça qui m'embêtait, c'était juste la manière dont ça avait été fait. La jalousie, je connais pas. Après, la confiance en soi, il y a des choses pour lesquelles je sais que je suis douée. Certaines choses, je sais que je suis à l'écoute, que je peux écouter, qu'il paraît que je suis de bons conseils, sur ça, il n'y a pas de souci, que je sais m'exprimer. Ça, je commence à le digérer, mais au quotidien, j'ai pas confiance en moi. Les gens qui m'entourent, les pauvres, je suis fatigante, moi, il faut tout le temps me rassurer. Si par exemple, il y a un changement de ton dans une discussion, tout de suite, je vais dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est très ambigu. Des fois, il y a des choses sur lesquelles je suis très bonne et ça me va bien, mais il y a quand même beaucoup plus de choses où je rame pas mal. Et c'est ok. Ben, je pense qu'il faut se laisser le temps, mais il y a un moment, il faut mettre de l'action, il faut être en mouvement. Parce que attendre, ça suffit pas. Hein. On peut tous attendre d'être riche dans notre canapé, on le sera jamais si on met pas de mouvement. Et ben c'est pareil pour la confiance en soi et le bien-être. C'est d'être dans le mouvement, dans l'action, et petit peu par petit peu, petit pas par petit pas. C'est pas du jour au lendemain, c'est tous les jours. On avance, on recule, on avance de 2 pas, on recule. Et en fait, être conscient que ça prend du temps et que surtout, ça va pas être linéaire. La vie, c'est comme un battement de cœur. Quand c'est plat, c'est que c'est mort. Et si c'est pas plat, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Le tout, c'est de remonter et de s'en donner les moyens. C'est pas méchant, hein, je suis pas dans le jugement, mais vraiment, on en est tous capables. Mais moi, j'en suis persuadée. Si je peux servir à ça. Je pense que la question que j'aimerais me poser, c'est « Tu te vois où dans 10 ans ?» Faut que j'y réponde. Ah, dans 10 ans même. Dans 10 ans, je me vois bien parler à des gens, animer des débats, écrire un second livre pour dire ce qui s'est passé pendant 10 ans. Et je me vois sereine. Je m'imagine sereine. Et je m'imagine dormir aussi. C'est pas mal de dormir parce que je dors pas. Je fais trop de cauchemars, mais je sais pas, dans 10 ans, je me vois dans du bonheur. Et je sais pas comment, mais je sais que ça se passera. Je serai heureuse dans 10 ans.